et bonjour à tous. Je vais essayer de vous dire en quelques mots ce que fait l'Académie des technologies en France et en quoi elle s'intéresse à l'innovation en France, mais aussi en Europe. Alors vous savez qu'il y a beaucoup de défis en matière d'innovation pour permettre de résoudre les grands défis du monde actuel. Il y a celui de l'accès à la formation et à l'emploi, vous allez l'évoquer. Celui du système de soins et de la santé, avec le vieillissement des populations, notamment en Europe, et qui préoccupe évidemment beaucoup les Français. La transition énergétique, le changement climatique. Donc sur tous ces sujets, l'Académie des technologies en France, qui est basée au Grand Palais, qui était une grande innovation technologique quand elle a été créée, qui est en plus un lieu d'accueil du public sur les technologies, émet toute une série d'avis, de recommandations, soit sur la base de ses propres travaux, soit sur des saisines des différentes entités du gouvernement. Elle est la plus jeune des académies, elle est presque adolescente, elle a une vingtaine d'années, certaines ont plus de 300 ans, on n'en est pas encore là, donc on est jeune de création, on est aussi un peu jeune dans notre tête, dans notre esprit, et on a des 320 membres qui viennent pour une majorité du monde de l'entreprise, comme vous, qui ont un parcours souvent dans la technologie, souvent des directeurs de R&D. On n'a pas assez de directeurs de l'innovation, donc peut-être un jour certains d'entre vous en feront partie. Vous avez quelques académiciens ici présents, vous pourrez discuter avec eux. Et on a des profils très variés de technologues, d'ingénieurs bien sûr, mais aussi des scientifiques, des chercheurs, des architectes, des médecins, des sociologues, des économistes. Et on essaye de travailler en intelligence collective avec, en additionnant l'intelligence de tous ces points de vue différents et en les confrontant. On fait aussi appel à beaucoup d'experts extérieurs. Pour 300 académiciens, on fait appel depuis une vingtaine d'années à peu près à 4000 experts extérieurs qu'on auditionne en permanence. Ça nous permet de nous nourrir de toutes les expertises que nous n'avons pas forcément, mais que nous sommes capables de capter. Très récemment, nous sommes dotés puisque c'est déjà un de nos points forts, le lien avec le monde économique, de ce qu'on a appelé un cénacle, par analogie à ce que nos confrères allemands ont créé, qu'ils appellent un Sénat. Eux-mêmes ont une centaine d'entreprises membres de ce Sénat. Nous, on a démarré avec une dizaine de chefs d'entreprise. Il est présidé par Jean-Pierre Raffarin. On l'a réuni le mois dernier à la Maison de la Chimie. On le fera 2 fois par an. Il a vocation à s'étendre, ce cercle de chefs d'entreprise, pour traiter de problématiques technologie et société, et interagir entre le monde économique et le monde politique sans esprit partisan de lobbying, mais pour faire avancer le dialogue en France et au sein de l'Europe sur ces thématiques. Les 2 premiers sujets qu'on a traités, c'est la transition énergétique, sujet qui concerne toutes les entreprises, mais aussi la création d'une industrie des plateformes numériques, notamment dans le domaine du B2B, comment on peut être innovant en Europe, en particulier en mettant le paquet sur les plateformes B2B, en captant les données d'entreprise et en créant une économie qui n'est pas encore créée et qui est à créer. Et l'avènement de la 5G doit permettre de le faire en toute mobilité. Alors avec cette expertise, ça a été un petit peu vite, nous apportons notre éclairage sur les différentes questions relatives aux technologies et à la société. Ça peut concerner l'amélioration de la santé, la lutte contre le chômage, l'éducation, la formation technologique initiale tout au long de la vie, la transformation numérique des entreprises, qui touche beaucoup les grandes entreprises, mais pas assez les PME et les ETI, la montée en compétences technologiques des PME et des ETI, dont nous manquons en France, donc comment créer plus d'ETI, la mobilité des transports de demain, ce sera l'objet de notre convention annuelle de la fin de l'année, le potentiel des biotechnologies, l'aide au développement pour les pays les moins avancés, donc des thématiques assez variées. Notre devise, et nous faisons, vous l'avez vu ici, des visites terrain multiples. La semaine dernière, nous étions à Lille pour échanger avec le secteur économique sur le domaine de la logistique. Le Nord, les Hauts-de-France sont une région en pointe sur ce sujet. Et là, nous étions à 500 mètres de profondeur dans le site souterrain de Bure qui a vocation à stocker les déchets à haute intensité nucléaire pour un certain nombre d'années.
Notre devise, que nous aimons bien et qui rejoint, je crois, vos thématiques sur l'innovation, c'est pour un progrès par la technologie, raisonné, partagé et choisi. Ce que nous voulons, c'est que la technologie permette d'apporter un vrai progrès au plus grand nombre, mais que ce soit un progrès qui soit accepté, qui soit compris, pour éviter les polémiques, les jacqueries, les controverses, ou en tout cas les surmonter le mieux possible en comprenant l'intérêt, en comprenant les bénéfices et les risques des technologies. Donc on n'est pas des technologues fous. On a aussi à cœur l'éthique des technologies, et je suis très, très heureux de voir que vous remettez des prix autour de ces sujets technologie, innovation et humanisme. Ça nous ressemble aussi beaucoup. Ce que nous voulons, c'est vraiment favoriser des progrès technologiques les plus inclusifs possibles. Alors l'an dernier, nous nous sommes lancés pour faire un sondage auprès des Français, pas uniquement des jeunes Français, mais de tous les Français, dans une démarche inclusive, et pour leur demander ce qu'ils pensaient des technologies, quelle était leur perception. C'était juste au début de la crise des Gilets jaunes, il n'y avait pas vraiment de lien dans notre esprit, mais ça a été tout à fait intéressant d'avoir leur opinion à ce moment-là. C'était au mois d'octobre, début octobre. Et les Français, en fait, ils aiment la technologie, ce qui est intéressant, mais ils n'aiment pas dans l'absolu, ils l'aiment parce que ça sert à quelque chose. Et les domaines qu'ils préfèrent, c'est d'abord la santé, mais aussi le numérique. Et ils considèrent que la France est en pointe dans ces différents domaines, la santé, la recherche médicale, l'aéronautique, l'automobile, les biotech, l'agriculture, les nanotechnologies. On a aussi 4 Français sur 10 qui ont des craintes sur la technologie, notamment des craintes sur leurs emplois, notamment dans les populations CSP-. Donc il faut les entendre. C'est quelquefois les mêmes qui à la fois aiment la technologie et la craignent, pour eux ou pour leurs enfants. Donc c'est un outil de dialogue qui nous paraît extrêmement intéressant, il est public sur notre site. Nous allons le refaire régulièrement et nous travaillons pour pouvoir le comparer avec d'autres pays européens, notamment avec l'Allemagne, qui fait le même type d'enquête régulièrement. Un point intéressant, nous avons particulièrement sondé les Français dans les petites et les moyennes villes en fin d'année. Et à la fois, il y a la même préoccupation que pour l'ensemble des Français, mais il y a des technologies particulières qui intéressent plus, ou des points d'attention. Le transport, le véhicule, plus important, et ses progrès, donc ce n'est pas complètement étonnant. L'agriculture, pas étonnant non plus. La couverture Internet, pas étonnant non plus. Et aussi la protection de l'environnement. Ils ne sont pas prêts, contrairement aux populations dans les centres-villes, les grandes villes, à sacrifier la protection de l'environnement pour des progrès quels qu'ils soient. Ce qui se comprend aussi, tout cela paraît évident qu'on le dit. Au niveau international, donc, nous sommes connectés avec toutes les académies du monde et d'Europe d'engineering, qui sont un peu nos homologues. Alors, en Europe, nous avons la chance d'héberger ici à Paris le secrétariat d'Euroques, qui est la fédération des 23 académies européennes, qui agit comme un réseau virtuel d'experts à la demande de la Commission européenne, donc régulièrement, et sur des délais assez courts de 3-4 mois, nous donnons des avis à la Commission européenne. Un des derniers que nous avons donné, c'était sur l'art et la manière de stocker du carbone en Europe. Et c'est vraiment un sujet qui fait maintenant référence dans la transition énergétique. Au niveau international, nous sommes en lien avec l'équivalent qui s'appelle le CAETS, c'est le groupe des académies internationales, l'Académie des technologies, d'engineering, et nous avons aussi des relations plus bilatérales avec l'Académie allemande, l'Académie anglaise, l'Académie chinoise ou l'Académie indienne. Alors par exemple avec la Chine, nous avons beaucoup de sujets actuellement, un sujet sur le nucléaire et la perception en termes d'environnement par les opinions publiques. En Chine, les Chinois commencent à avoir des préoccupations d'environnement de la part de populations pour installer des centrales nucléaires dans le centre de la Chine. Elles sont essentiellement sur le bord, près de la mer. Et c'est des sujets que nous connaissons bien en France. Un sujet aussi sur la tuberculose, les épidémies de tuberculose et la prévention de la tuberculose, qui réapparaît en Europe, mais qui est un fléau aussi en Chine. Donc on a des travaux conjoints avec l'Académie de médecine française aussi, et l'Académie de médecine, sur l'impact sur les réseaux de transport d'énergie de la montée en puissance rapide des énergies renouvelables,
que nous vivons tous et que la Chine vit particulièrement intensément. Voilà, donc ça nous permet d'être au courant et à l'écoute de tous les travaux des différentes académies, de ne pas réinventer la roue. Si les travaux ont été faits par telle ou telle académie, nous les reprenons et nous les prenons en compte pour les additionner à nos propres travaux et réciproquement. La semaine prochaine, nous serons tous réunis à Stockholm pour la réunion mondiale des académies mondiales. Et nous accueillerons à Paris toutes ces académies en 2022. Alors, un de nos grands enjeux, c'est bien sûr la 4e révolution industrielle, qui est une révolution planétaire et qui est liée aussi à une accélération technologique sans précédent, où des révolutions technologiques dans différents domaines sont en train de se combiner, en physique, en numérique, en biologie, et ça produit une accélération véritablement sans précédent. Si on se projette à 5 à 10 ans, le World Economic Forum disait que, par exemple, on allait passer un certain nombre de points de rupture en termes d'intensité de diffusion. L'accès à Internet sera généralisé dans le monde, l'usage du smartphone aussi, ce qui n'est pas le cas actuellement. Les voitures autonomes auront une masse critique dans un certain nombre de pays, notamment les États-Unis. Et puis, dans le domaine de la santé, il n'est pas impossible qu'on sache reconstruire, greffer des organes entiers, des foies, des pancréas, par impression 3D. C'est peut-être possible dans les 5 à 10 prochaines années. Cette révolution industrielle, elle aura aussi des impacts sur la croissance, sur l'emploi, sur les compétences, sur les inégalités hommes-femmes, sur l'évolution des métiers, sur les pays en développement qui doivent aussi prendre leur part de la croissance. D'où l'importance de veiller aussi à ce que l'ensemble des pays, y compris les moins développés, prennent leur part de ce progrès technologique. Nous avons d'ailleurs un groupe qui fonctionne sur l'Afrique et qui va développer nos coopérations dans ce domaine technologique avec l'Afrique. Alors la France et l'Europe, je voyais les classements sur l'innovation européen qui progressent actuellement et on est en train de dépasser les États-Unis, d'après les classements qui viennent d'Europe, même si l'Asie continue à aller très vite. La France a des vrais atouts. Et en plus, on a la chance d'avoir un climat et une volonté très forte pour favoriser l'innovation à travers les startups, les deep tech et la création de filières industrielles. C'est pour ça que j'ai plaisir à porter ma cravate Hermès. La filière du luxe est quand même une des très belles filières qui est l'équivalent de plusieurs licornes à la fois, que beaucoup de pays nous envient et qu'il faut absolument défendre et continuer à enrichir et qui crée des milliers d'emplois un peu partout en France, de tout type. Par exemple. Avec les travaux en cours sur les filières et l'innovation dans les filières, on va pouvoir, dans les prochaines années, faire des choses qu'on ne sait pas faire. Par exemple, dans la santé et l'alimentation, on sera capable de lutter contre le cancer avec la bioproduction, ce que j'évoquais tout à l'heure. Et la France est en pointe dans les domaines de recherche sur le cancer. Les aliments seront de plus en plus traçables, une question de santé publique très, très importante, et bien d'autres choses encore. Dans les transports et l'énergie, on peut espérer que des solutions alternatives au diesel arrivent assez vite pour les trains. Les trains à hydrogène sont déjà en circulation prototype. On saura stocker, nous l'espérons, à grande échelle, les énergies intermittentes, qu'actuellement on ne sait pas stocker, à part dans des barrages à 2 étages, les steppes, et ça permettra d'absorber les énergies intermittentes. Un des points, par contre, sur lequel la France doit continuer à progresser, c'est à passer à l'échelle des PME, des startups, pour qu'elles deviennent de véritables ETI. On n'en a pas assez actuellement, et nous y travaillons pour aider à ce que ça se développe en France. Alors nos priorités, c'est d'avoir en permanence une démarche collective d'innovation et de progrès, d'accompagner cette révolution industrielle et de préparer et de communiquer sur ces emplois de demain. Nous étions la semaine dernière dans les Hauts-de-France. C'est une demande claire de la région de les aider à identifier, à ne pas louper de métiers importants pour l'avenir, pour former les jeunes à ces emplois de demain autour des technologies. Donc tous les ans, nous organisons une convention annuelle depuis 3 ans
sur l'agroalimentaire, sur le bâtiment durable, cette année donc sur la mobilité du futur au niveau terrestre, hein, pour l'instant. Et surtout, nous en profitons pour remettre des prix à des startups ou des PME innovantes, hein, ce qui nous permet de rester en contact avec l'écosystème d'innovation. Et en plus de remettre des prix, ce que nous remettons, c'est un prix en nature qui est un accompagnement par des académiciens volontaires de ces startups pendant 1 an pour les aider dans leur cheminement, soit à trouver des fonds, soit à passer à l'échelle, soit à résoudre les questions de management, de focalisation stratégique. Et je crois que c'est très apprécié aussi bien des académiciens que des startups et des PME concernés. Nous avons réaménagé nos différents domaines d'activité que nous avons appelés des pôles, non pas pour refroidir l'atmosphère, mais pour nous focaliser. Donc vous avez la liste de ces pôles. Parmi les plus nouveaux, nous en avons un sur la cybersécurité et la défense, un autre sur culture, loisirs et sport, où il y a beaucoup de technologies et beaucoup d'opportunités d'innovation. Et puis un sujet que nous avons clairement identifié sur l'environnement et le changement climatique, et puis un sujet très transverse sur technologie, économie, société, sans oublier l'éducation, la formation et l'emploi. Nous travaillons activement, et certains académiciens sont dans la salle, sur la réforme du bac, y compris les programmes pour le focus sur la partie technologie, par exemple, actuellement. Nous produisons beaucoup de rapports, ils sont tous disponibles sur notre site web. Vous pouvez les retweeter s'il vous plaît aussi. Nous avons un fil Twitter aussi. Un des tout derniers que nous avons sorti, nous l'avons fait avec 2 autres académies, l'Académie de médecine et l'Académie des sciences, hein, qui a eu beaucoup d'écho, qui a touché près de 20 millions de Français, sur les écrans, l'usage des écrans dans les familles, aussi bien par les enfants, les ados que les parents. Voilà, où ensemble, nous avons montré que les écrans apportent beaucoup de choses, mais comportent aussi des risques et qu'il faut savoir adopter une discipline, je veux dire, collective, familiale, ce qui n'est pas toujours facile, pour en tirer le meilleur et éviter les inconvénients. Notamment, le principal inconvénient, c'est la lumière bleue qui empêche de dormir. Et donc, quand le sommeil manque, il y a beaucoup de choses qui se dégradent, sans parler de l'impact quand on a des maladies plus chroniques ou des maladies plus importantes. Pour terminer, j'ai pris cette citation de Peter Drucker. Je crois que ce qui nous rejoint entre votre club Innovation et l'Académie des technologies, c'est que nous croyons, je crois ensemble, à un progrès par l'innovation, qui soit un progrès qui inclut le maximum de nos concitoyens. Et j'en profite pour renouveler donc mon invitation. Comme nous faisons appel à beaucoup d'experts extérieurs à l'Académie, n'hésitez pas à vous manifester dans des domaines qui vous intéressent et qui sont nos domaines de travaux pour venir nous partager votre expérience opérationnelle, partagez vos convictions. Nous serons absolument ravis de vous écouter et de vous auditionner. Merci.